Sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grasse matinée, votre petit plaisir du week-end. Exactement 14h08. Nous allons donc accueillir nos collaborateurs qui sont cet après-midi. Tilou Jean-Paul, comment ça va Tilou Jean-Paul? Ça va bien, merci Jean-Ernest. Je salue aussi le professeur Chantal et tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Professeur Orom Chantal, comment ça va, professeur? Bonjour, Maître Pierre, ça va bien, merci. Je salue également Ludwig qui est avec nous et puis je salue tous ceux et toutes celles qui écoutent l'émission. Alors, je vous annonce que Franz a une extinction de voix, hein? Il ne pourra pas être avec nous. Et puis, peut-être que Olson Mathieu, qui est notre jeune, et sera avec nous un petit peu plus tard. On va le voir, ne serait-ce qu'à la fin de l'émission. Alors, messieurs, on veut commencer parce que, bon, j'ai eu une sollicitation pour parler un petit peu du Venezuela. Le Venezuela est en élection demain et il y a fort à parier que Maduro sera réélu président pour un troisième mandat parce que ça fonctionne de cette manière-là. Cependant, l'opposition est déjà en tête et on va voir comment ça va se faire parce que Maduro annonce déjà qu'il sera réélu. Or, c'est un homme fort du Venezuela, c'est l'homme fort actuellement du Venezuela, même si par ailleurs, il y a un système électoral qui est très bien, mais on a déjà parlé de fraude électorale dans ce pays du Venezuela, messieurs. Qu'est-ce qu'il faut en penser, professeur Orom Chantal? Mais c'est effectivement un point important que vous amenez, Maître Pierre. Je pense que l'actualité internationale est très certainement remplie. L'actualité internationale regorge d'événements. Aux États-Unis, certainement, on va en parler. Le retrait de Donald Trump, la visite aux États-Unis de Monsieur Netanyahou, tout ce qui se passe en France, les Jeux Olympiques, la question de la sécurité, mais je crois que le Venezuela retiendra l'attention du monde à partir, en tout cas depuis quelques semaines, mais davantage à partir de demain. Alors, vous avez dit, Maître Pierre, que vraisemblablement, Monsieur Maduro, Nicolas Maduro, sera probablement élu, en tout cas de ce qu'il dit. Mais si on se fie aux intentions de vote, et je ne sais pas jusqu'à quel point elles sont effectivement crédibles, puisque ça peut aussi être un élément de propagande réalisé par des acteurs qui ne veulent pas de Maduro, même si les rencontres de campagne réalisées par l'opposition sont impressionnantes. Les intentions de vote donnent parfois 10%, parfois 30% des suffrages à Maduro, alors que ces enquêtes donnent jusqu'à entre 50 et 60% à l'opposition, oui. Oui, à l'opposition. Alors, avant, l'opposition voulait envoyer Maria Corina
Machado comme candidate aux élections présidentielles. Le régime de Maduro l'a empêché, l'a frappé donc de sanctions. Elle n'a pas pu. C'est ainsi que c'est monsieur, comment s'appelle-t-il, celui qui va le remplacer, qui aujourd'hui est devenu candidat. C'est un ancien ambassadeur qui n'était pas vraiment connu au Venezuela. Il a été en Algérie et ensuite en Argentine. Donc, la candidate, c'est Maria Corina Machado. Et puis, ce candidat lui-même, Edmundo González Urrutia, il est un candidat de substitution. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Maduro est au pouvoir depuis 2013. Il a remplacé le leader charismatique Hugo Chavez, donc c'est un héritier de Chavez, puisque lui-même c'est un homme de conditions modestes, c'est un ancien chauffeur d'autobus au Venezuela, un syndicaliste, mais il n'était pas connu, il n'avait pas vraiment le profil pour remplacer Hugo Chavez. On connaît l'histoire de son régime. Hugo Chavez avait été persécuté, il a connu en quelque sorte le sort réservé aux puissances occidentales, en particulier à la puissance américaine, à tous les gouvernements de gauche qui sont arrivés au pouvoir en Amérique latine, c'est-à-dire des sanctions, puisque ce sont des gouvernements socialistes. Ça s'est passé avec Cuba, on l'a vu aussi avec Evo Morales en Bolivie. Il faut dire que l'économie du Venezuela, qui est une puissance en termes d'exportation, de production et d'exportation du pétrole, c'est la troisième puissance dans le monde, l'économie a connu des revers, est en récession. Aujourd'hui, le Venezuela a un produit per capita qui est inférieur au produit per capita d'Haïti, produit par tête d'habitant. Je ne le dis pas avec fierté, nous savons que la situation est extrêmement grave au pays. Donc, dans ces circonstances, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il y a une pauvreté abjecte qui frappe, qui accable les Vénézuéliens, qui sont en train de fuir massivement le pays. Et évidemment, ça provoque un rejet en grande partie du gouvernement de Maduro qui n'a pas réussi à apporter les solutions auxquelles donc ses supporters pouvaient s'attendre. Et donc, c'est dans ce contexte, il ne faut pas nécessairement voir Maduro, mais quand on essaye d'étrangler, d'étouffer un régime de cette façon, donc ça provoque, si vous voulez, des défections au niveau de sa base et probablement ça explique l'impopularité de Maduro. Je vais terminer, mes Pierre, pour mentionner ceci. Maduro a fait des déclarations très, très importantes, très, très graves. Il a proféré des menaces. Il a dit que s'il perdait les élections, il y aurait un bain de sang au Venezuela. Maintenant, on sait aussi que Maduro a préparé ses arrières. Il a une maison extraordinaire en Turquie. Il pourrait se rendre en Russie. Pourquoi j'évoque ces sorties pour Maduro? C'est parce que s'il perdait les élections, il est impossible pour lui de rester au Venezuela. Et on sait aussi que son régime est accusé d'avoir manipulé les précédentes élections. Alors, Maduro pourrait, de concert avec l'armée, si celle-ci lui reste fidèle, essayer de se maintenir au pouvoir et on va voir est-ce que les résultats vont donner gagnante l'opposition ou bien est-ce que Maduro parviendra à se tirer d'affaire. Dis-nous, Jean-Paul. Oui, alors moi, je ne suis pas si féru de la politique vénézuélienne que l'est le professeur Chantal, mais là, je pense que Maduro va effectivement essayer de se maintenir le pouvoir. Oui, parce que par rapport au sondage, à moins que ces sondages ne viennent, comme l'avait aussi mentionné le professeur Chantal, de force ou de puissance qui voudraient déstabiliser le pays,
Mais être sûr de devoir remporter des élections dont les sondages ne vous placent pas en tête, ça paraît un petit peu suspicieux. Par contre, j'aimerais quand même poser une question au professeur Louam Chantal. C'est les enjeux de ces élections par rapport à la diplomatie vénézuélienne. On a vu ces derniers temps un semblant de rapprochement avec les États-Unis lorsqu'il y avait les problèmes du pétrole. Ensuite, ils se sont encore mouillés. Est-ce que le candidat González serait plutôt pro-Occident ou ça serait de la même lignée de Maduro et de Chavez qui seraient opposés aux Occidentaux? Alors, naturellement, le professeur Chantal n'a pas entendu que tu as adressé la question à lui. C'est ce qu'on ne fait généralement pas ici à cette édition. Moi, j'aurais tendance à croire, comme a dit professeur Orom Chantal, que la table est mise pour en finir avec le régime de Nicolás Maduro, avec tout ce que Orom Chantal a dit, c'est-à-dire mettre, depuis le régime de son prédécesseur, Hugo Chavez, mettre le régime dans une position telle qu'il ne peut pas effectivement assouvir les besoins de la population. Et cette population qui fuit à vue d'œil le pays, cette population aurait vraiment beaucoup de difficultés à vouloir maintenir au pouvoir un régime qui ne lui sert pas bien, qui ne sert pas ses intérêts. C'est 8 millions, Maître Pierre, environ 8 millions de Vénézuéliens qui ont fui le pays en raison de l'effondrement des services publics dans ce pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser la question, est-ce que on peut expliquer cela seulement par les persécutions qui viendraient des puissances occidentales ou ennemies au régime? Moi, j'imagine Cuba avec cette manne pétrolière du Venezuela. Est-ce que ça serait la même chose? Moi, j'aurais tendance. L'histoire, c'est vrai qu'il faut qu'un régime se loge à un endroit et que le régime sache exactement ce qu'il est. Quand on joue un peu à l'apprenti sorcier, ça nous joue des tours à nous-mêmes d'abord et avant tout. Le régime de Cuba, c'est un régime de fer et on est avec Castro où on quitte. Mais quand vous avez une opposition dans votre système et que vous n'arrivez pas à avoir une base solide et que la corruption existe bel et bien, moi je peux en témoigner par rapport à ce que mon pays a connu. Il y avait ce programme d'échange avec Haïti. Petro-Caribé. Petro-Caribé. Pas seulement Haïti, avec beaucoup d'autres pays. Mais je parle par rapport à ma connaissance sur ce que ça a donné en Haïti. Ça a donné niet, zéro. Et l'opposition était dans tous ces États, en Haïti justement, pour parler de l'échec du programme de Petro-Caribé et surtout de ce grand gaspillage auquel a servi les fonds de Petro-Caribé. Alors, le Venezuela, par l'entremise de son ambassadeur en Haïti, a défendu du bec et des ongles ce projet de Petro-Caribé en Haïti. Alors, c'est une indication que ce régime-là n'est pas un régime comme on voudrait le croire. C'est-à-dire, on a tendance à dire que lorsqu'on est on a l'étiquette de gauche, on porte l'étiquette de gauche au pouvoir. Bon, on aide les peuples à s'émanciper, etc. Et le projet sur papier, le projet de Petro-Caribé, comme a dit Orom Chantal, c'était pas seulement pour un pays comme Haïti, c'était aussi Cuba, c'était d'autres pays de la région. Mais quel est le bilan de ce projet? Maître Pierre, Thilo a soulevé une question intéressante et ça me permet de préciser si jamais je donnais l'impression de dire que ce sont uniquement les sanctions qui auraient mené à l'effondrement des services publics, de l'économie vénézuélienne. Je pense que Maduro a fait
a pris beaucoup de décisions qui sont des décisions erratiques. Maduro a donné beaucoup dans la répression de l'opposition. Il a emprisonné beaucoup de dirigeants de l'opposition et évidemment a mis en place des mesures populistes qui ont visé à atténuer la misère de la population, mais qui ne sont pas suffisantes pour faire bien fonctionner l'économie. Et c'est évident que, très certainement, les sanctions ont une responsabilité importante, mais non, les sanctions à elles seules ne peuvent pas expliquer la situation de pauvreté abjecte dans laquelle le Venezuela se trouve, d'autant que le Venezuela a comme partenaire très très important la Russie de Vladimir Poutine et la Chine de Xi Jinping qui ont injecté des montants importants. Donc je pense que ce sont aussi les mesures catastrophiques du régime de Maduro qui expliquent en grande partie la situation dans laquelle aujourd'hui il se trouve, même si on l'a vu dès les premiers mois du régime de Jean-Bertrand Aristide en Haïti, et Jean-Bertrand Aristide dont on le connaît le bilan qui est extrêmement critiquable, mais dès les premiers mois, on lui a interdit l'accès aux ressources financières internationales, ce qui faisait que déjà quelques mois après son arrivée au pouvoir, ses partisans commençaient à se poser des questions et à se demander sur les réponses annoncées par M. Aristide qu'on ne voyait pas encore. Donc, il ne faut rien négliger. Un phénomène social ne peut être expliqué par une seule cause. C'est une série de causes qu'on doit réunir pour donner une explication, mais ces différentes variables jouent un rôle important. Et moi, la seule chose que j'aurais tendance, j'ai vu un petit peu le développement de ce régime, surtout avec enfin ces difficultés aussi. Nous avons tous vu, nous qui sommes intéressés, donc à la chose internationale, lorsque qui était aux États-Unis s'est présenté, je pense, c'était Barack Obama, messieurs, à faire une grand-messe en Amérique latine et où on a mis le régime vénézuélien vraiment au pilori. J'étais en mesure de m'attendre, j'étais comme même vexé parce que je m'attendais à voir à ce que effectivement tous les pays de la région se mettent ensemble pour défendre le régime de Nicolás Maduro. Est-ce que c'était Nicolás Maduro déjà, messieurs? Oui, il est arrivé en 2013. Et, mais cette rencontre, cette grand-messe-là, s'est faite sous Barack Obama. De toute façon, je ne peux pas donner de date, mais sous Barack Obama. Et puis, même Cuba n'a pas défendu le régime de Nicolás Maduro. Et non, Jean-Ernest, on doit même rappeler que le président Jovenel Moïse, enfin c'était sous Jovenel Moïse, on a voté contre le Venezuela. Et moi, à cette époque, je me suis insurgé en disant que oui, il y a la géopolitique, il y a la réalpolitique, comme tu aimes me le rappeler, mais au pire des cas, Haïti, vu son histoire, vu ses relations avec le Venezuela, si on ne peut pas voter pour le Venezuela, le plus loin qu'on peut aller, c'est s'abstenir. Mais voter contre le Venezuela, ça m'a paru vraiment en tout cas pas adéquat avec notre histoire et nos relations avec le Venezuela. Non, mais tu vois, un Jovenel Moïse, bon, est-ce que Jovenel Moïse aurait la conscience de refuser toute l'aide qu'on lui aurait faite, n'est-ce pas, pour voter contre le régime de Nicolás Maduro? Mais Cuba, messieurs, moi, j'étais gêné de voir comment on a humilié le régime à cette rencontre de l'OEA, je pense, oui, et que même Cuba a levé le petit doigt pour venir en aide jusqu'à un certain point, pour défendre ce régime qui était là pour la cause des peuples de l'Amérique latine. Mais sur le papier, parce qu'en fait,
je ne connais aucun pays de la région qui puisse s'enorgueillir et dire on est parvenu à changer le sort de notre peuple grâce à ce programme de Petro-Caribé. On peut quand même mettre un bémol ici. Jean-Ernest, c'est sûr que le Venezuela n'est pas exempt de tout reproche, mais l'aide a quand même été donnée. Par exemple, pour le Petro-Caribé, la faute revient d'abord à Haïti. Je suis d'accord, mais de voir l'ambassadeur vénézuélien qui était au pays, et qui voyait les tôles rouges, hein? C'était des tôles rouges, Tilou, qui encerclaient des endroits où on disait qu'il ne se passait absolument rien. Cet ambassadeur a dit non, l'argent est utilisé pour le développement d'Haïti. Alors là, messieurs, c'est un ambassadeur de ce régime-là. Ouais, oui. Maître Pierre, ce qu'il faut voir dans ce que l'ambassadeur a dit, ce qu'il a dit, effectivement, c'est une énormité. Il faut aussi comprendre cela plutôt dans le sens des persécutions qui sont venues de Washington, qui ne voulaient pas entendre parler de ce programme en Amérique latine, puisque c'était un programme bolivarien qui visait à affaiblir l'influence des États-Unis à travers la région. De sorte que lorsqu'un pays accepte de coopérer avec le Venezuela, de recevoir ce programme. Donc, le Venezuela était obligé de défendre le programme puisque l'échec du programme signifiait l'échec même de la stratégie du Venezuela. C'est une énormité, vous avez raison, mais il faut comprendre cela en ce sens-là. De la même façon qu'il faut comprendre la position de monsieur Jovenel Moïse, qui est une position honteuse, compte tenu des relations historiques entre Haïti et le Venezuela. Moi-même, en 2001, j'étais au Québec pour le sommet des Amériques. Hugo Chavez est venu comme jeune journaliste pour couvrir ce sommet pour Radiovision 2000 et Chavez passait, visitait la salle de presse, il m'a parlé. Je lui ai dit que j'étais d'Haïti et il m'a dit sa reconnaissance vis-à-vis d'Haïti compte tenu de l'aide il m'a dit je suis bolivarien et l'aide qu'Haïti a reçue du Venezuela, je ne vais pas l'oublier et il m'a dit lors de cette courte conversation qu'il va se rendre en Haïti, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Donc, si M. Jovenel Moïse a fait cela, il faut comprendre que nous n'avions pas au pouvoir de dirigeants dignes de ce nom, mais des valets au service des puissances impérialistes, notamment des États-Unis. C'est ça qui expliquait cette position extrêmement scandaleuse. Absolument, absolument. Mais pire encore, messieurs, c'est il y a, à l'occasion du décès de Hugo Chavez, un moment vraiment, je dirais, risible pour Haïti, risible parce que le président et son premier ministre se sont retrouvés aux funérailles d'Hugo Chavez en chavista. Un chavista pour des accoutrements en rouge, n'est-ce pas, que personne ne portait, mais ils étaient beaucoup plus vénézuéliens que les Vénézuéliens eux-mêmes, n'est-ce pas? Alors que quelques temps plus tard, vous allez donner ce coup de poignard dans le dos. Ça, on voit bien qu'il n'y a pas de continuité dans cet état d'Haïti. En tout cas, c'était vraiment honteux et gênant. Et espérons qu'ils ne nous tiennent pas rancœur pour tout ça. On va faire la pause commerciale, messieurs. On revient pour la suite dans un instant. Restez là.